Docteur Delépine, merci de prendre quelques instants pour répondre encore à nos questions. Avec plaisir. Où en êtes-vous? Vous êtes la figure de proue d'un combat que vous avez mené pour protéger et défendre le droit à la liberté de traitement des jeunes enfants et des bébés. Où en êtes-vous actuellement? Écoutez, le combat continue. C'est un combat. C'est un combat plus intense que jamais, puisque effectivement la perte de la liberté de soigner, non seulement elle a été perdue pour les enfants atteints de cancer, mais elle est en ce moment en train d'être perdue pour les adultes atteints de cancer, de plus en plus. Donc c'est un combat qui réunit maintenant effectivement beaucoup de professionnels de santé, de patients, de citoyens qui se rendent compte que dans un pays où la liberté, les droits de l'homme, etc., étaient soi-disant nos valeurs, la dictature de la pensée unique effectivement est tombée sur le cancer, et c'est dramatique parce qu'effectivement il y a une perte des chances de guérison des patients qui n'ont plus le droit au choix de leur traitement, et parce que les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit au choix non plus des traitements qu'ils peuvent leur donner, puisqu'il faut... Et oui, et il faut leur donner, nous avons des injonctions fortes de l'Institut national du cancer pour donner des traitements selon les recommandations nationales qui sont essentiellement des essais thérapeutiques, ou en tout cas toujours des traitements standardisés, et de plus en plus des études pivots sur des molécules qui viennent de sortir et sur lesquelles on n'a aucun recul, alors qui ont un double inconvénient de remplacer des traitements éprouvés que les patients dont les patients auraient dû bénéficier antérieurement. Après qu'on leur donne une molécule à l'essai, pourquoi pas. Et le double inconvénient, c'est qu'en plus, ça coûte les yeux de la tête à la sécurité sociale ou toutes les assurances de tous les pays qui peuvent se le permettre, puisque ces nouveaux médicaments d'études pivots qui viennent de sortir sont en général commercialisés avec autorisation de mise sur le marché à des prix du genre de 100 000 euros l'année ou 150 000 euros l'année. Et donc on est dans un délire, une espèce de TGV qui s'est emballé sur le prix des médicaments et la mise sur le marché beaucoup trop rapide des médicaments en expérimentation, qui fait que, les gens n'ont plus droit aux traitements éprouvés, que ce soit les adultes ou les enfants, et que les médicaments qu'on leur donne à la place de ces traitements éprouvés sont des médicaments qui viennent d'avoir l'AMM après l'autorisation de mise sur le marché après une phase très courte d'expérimentation, et dont les effets secondaires, bien évidemment, ne sont pas tous connus, dont l'efficacité n'est pas connue et dont le prix, malheureusement, lui est connu. Et effectivement, c'est plus cher que l'or. Alors, c'est quoi la suite à donner à tous ces... c'est une mobilisation? C'est si vous voulez, une sensibilisation? C'est important. Merci effectivement de me donner l'occasion de sensibiliser les patients pour qu'ils se rendent compte que les traitements qu'on leur propose comme ça d'emblée ne sont pas forcément un traitement idéal. Et donc, il faut absolument que les patients obtiennent ce que la loi leur donne normalement, c'est-à-dire le consentement éclairé. Oui. Et que le consentement éclairé à subir un essai thérapeutique, même si c'est donné sous le nom d'études pivot ou de thérapie précoce, c'est toujours de l'essai. Il faut absolument que les gens sachent d'abord que c'est un essai ou que c'est une thérapie précoce et qu'il n'y a pas d'antécédents de résultats, et qui demandent les traitements autres, alternatifs qu'ils auraient pu subir. Si j'avais été traitée il y a 2 ans, vous m'auriez proposé quoi? Il y a 10 ans, vous me proposez quoi? Quels étaient les résultats de ces traitements, de ces combinaisons? Et voilà, et donnez-moi le choix et ne m'imposez pas ça dans les 24 heures que je regarde. C'est cette liberté-là que vous défendez qui a été complètement spoliée. Complètement spoliée. Alors c'est pire que ça, parce que évidemment cette absence totale de liberté de choix du patient en cancérologie va maintenant s'étendre à l'absence de liberté de choix en médecine en général. Et c'est de là que vient le combat dont vous avez entendu parler, dont j'espère les citoyens ont entendu parler, des médecins généralistes, libéraux, spécialistes, mais aussi hospitaliers, contre la loi de santé que veut nous imposer Mme Touraine, et qui est une perte de liberté de soigner totale, pas seulement en cancérologie, mais en endocrino, en médecine générale, etc., puisque on va nous rendre dépendants de l'assurance privée du malade, de la mutuelle du malade. C'est pour ça que les médecins ne veulent pas le tiers payant, parce que s'il y a tiers payant, il y a autorisation de la mutuelle du malade de donner tel ou tel médicament. Donc le médecin, il sera obligé de demander à la mutuelle quel traitement j'ai le droit de donner. Ça ne vous rappelle pas des mauvais feuilletons de la télé sur Urgence il y a 15 ans où la petite dame, elle arrive à l'hôpital en état de mort apparente. Votre maman, elle a payé la réa là, ou elle n'a pas payé? Ah ben non, tant pis, au revoir.
C'est complètement hallucinant. Donc on est dans une perte totale de toutes nos valeurs, de notre éthique, de notre raison de faire ce métier. Parce que si les médecins, ils n'ont plus le droit de choisir les meilleurs traitements en fonction des données acquises de la science, qui est quand même notre éthique, notre code de déontologie. Et on ne va plus avoir le droit de faire ça. On nous robotise et le patient, c'est un objet. Il y a des fonctionnaires qui vont presque appliquer des réglementations. Complètement, voilà, complètement. Ben, c'est déjà le cas à l'hôpital public. Ça fait déjà longtemps que l'hôpital public, on est quand même très, très privé de cette liberté. Oui, je sais quoi. Parce qu'effectivement, on était le dernier service hospitalier de cancérologie pédiatrique où on se permettait de faire des traitements éprouvés. C'était quand même un culot fantastique de faire des traitements démontrés efficaces depuis 20 ans ou 30 ans. Quelle audace! Ah, quelle audace! Oui, mais c'est exactement ça. Mais non, on nous reprochait de ne pas faire les essais thérapeutiques qui étaient imposés par la Société française des cancers de l'enfant. D'ailleurs, ça a été dit de façon extrêmement claire. Ils ne suivent pas les recommandations nationales. Que sont les recommandations nationales? C'est d'intégrer les gens dans les essais thérapeutiques. Donc, quelque part, ils ont été sincères. Sauf que la population générale ne s'est pas emparée du sujet pour dire qu'est-ce que c'est de cette histoire, quoi. On impose aux médecins de faire des essais, de mettre les enfants dans les essais. Et si on ne les met pas dans les essais, qu'est-ce qui se passe? On dit aux parents, c'est le juge des enfants. Et depuis que mon service est fermé, effectivement, il n'y a pas de solution pour les moins de 15 ans en France en dehors d'accepter les oukases de la Société française des cancers de l'enfant. Et s'ils refusent, on les menace du juge des enfants. Et quand vous expliquez cette surdité du gouvernement, c'est les lobbies au-dessus, Oui, c'est Big Pharma qui impose... C'est vraiment ça? Oui, c'est une collusion. Toujours de parano, on nous traite toujours de parano, de mytho. Big Pharma fait son boulot, à la limite, il veut vendre des médicaments, mais c'est une collusion Big Pharma avec les politiques et les leaders d'opinion. Je veux dire, les leaders d'opinion qui sont recrutés comme tels. C'est-à-dire, si je sors tel médicament, est-ce que vous acceptez pour moi, Big Pharma, d'aller à tel congrès pour parler de tel médicament, etc. Et progressivement, vous devenez une figure et voilà, et vous finissez par y croire, j'imagine, vous êtes gentille. Voilà, et donc on a effectivement les leaders d'opinion et les conflits d'intérêts absolument majeurs. Je veux dire, on est en train, avec mon mari, de faire la littérature internationale sur les nouvelles drogues. Là, justement, ces nouvelles drogues, on dit le darbaphénine, machin, ça guérit le mélanome, etc. Bon, d'accord, on va regarder. On a le temps, ils nous ont mis à la retraite, c'est pour qu'on travaille. Donc, mais on est halluciné parce que c'est bien pire que tout ce qu'on avait imaginé. Et donc, on va chercher les gens qui publient, qui disent que ça marche. Alors, on va chercher leur conflit. C'est qui? Et alors là, c'est bien. Alors en France, normalement, un médecin doit déclarer ses conflits d'intérêt, ses liens d'intérêt, sur le Conseil de l'Ordre. Souvent, on ne trouve rien. Sur un site du ministère, souvent, on ne trouve rien. Mais s'ils ont publié, comme c'est quand même un petit milieu, comme ils ont forcément un jour ou l'autre publié dans le Journal of Clinical Oncology, et que dans le Journal of Clinical Oncology, ils mettent les liens d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas combien ils touchent, mais ils mettent Monsieur Machin, il est consultant pour tel film. Alors quand vous voyez qu'ils sont consultants pour 7 ou 8 firmes déjà, vous voyez aussi déjà le mec ce qu'il doit toucher à la fin du mois. Alors attention, parce que nous on les trouve. Parce que il se trouve, moi je suis membre de la société cancérologie américaine depuis 20 ans, donc je suis abonnée, etc. Donc quand on est abonné, on a le Journal of Clinical Oncology en totalité. Mais si vous tapez sur Internet, vous l'achetez, vous n'aurez pas les liens d'intérêt. Non mais attendez, on se moque de qui? Ce qui prouve bien qu'on est dans un monde où le fric a tout effacé, quoi. Moi je dis ça remonte à Thatcher, les années Thatcher, 84, et puis le tout fric c'est venu progressivement. 97, Juppé nous fait ses ordonnances avec les agences régionales d'hospitalisation. Est-ce qu'on a besoin de bureaucratie pour fonctionner? En 97, 98, on était le meilleur système de santé au monde. C'était le premier, comme on disait, ou le deuxième, troisième. Enfin, on était bon, on était bien, on soignait bien les gens, on s'en occupait bien, et qu'on soit SDF ou ministre, on était soigné correctement. On avait besoin de créer les ARH, tout ça. Il y en a pour 2,7 milliards d'euros de fonctionnement, je crois, rien que les 18 agences qui s'occupent de la santé. 18. Et en plus, je dis 18 d'après un rapport des sénateurs qui disent moi j'ai compté 18, mais je n'arrive pas à les compter. Attends, les sénateurs, ils n'arrivent pas à compter les agences. Oui, parce qu'il y a des observatoires de machin, observatoires de choses. Ah ouais, non, mais tout est opaque en France. Donc, si vous voulez, c'est sciemment. Bien sûr, tout est sciemment, bien sûr. Et donc, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, on n'avait pas besoin de ces agences.
Et maintenant, c'est tous ces bureaucrates qui se sont multipliés comme des petits pains. Et puis à chaque fois qu'un ministre Quand change de gouvernement, hop, ça change, roule, bah ouais, et ça bouge pas. on te case. Bah si, on te case, on crée une agence de plus, on case le directeur de cabinet ou un observatoire. Bah oui, pour caser tous ces gens qui vont plus avoir de boulot. Ils luttent contre le chômage, c'est bien, mais tout de même. Efficacement. Efficacement. Ils sont très très efficaces pour caser les copains. Donc à chaque fois, on fait une agence de plus et ces gens, bah, ils créent de la bureaucratie. Il faut bien qu'ils fassent semblant de travailler un peu. Alors je te demande un audit par ça, un audit par là. Donc du coup, les gens passent leur temps à remplir des cases. C'est un petit peu comme la Cour des comptes qui demande des dossiers qui sont Voilà, jamais qui ne sont pas utilisés. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez Donc voilà, on a un grand combat. On a un grand combat d'information. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Nous, on peut informer et puis essayer de sensibiliser les citoyens. Et nous, on s'associe évidemment et très largement au combat des médecins qui tentent de se battre contre la loi de santé, des médecins, des soignants, parce que ils interfèrent dans tout dans ce gouvernement. Ils interfèrent sur le kinésithérapeute. Moi, j'ai une amie kiné, elle m'a raconté que même elle n'a pas le droit de faire telle technique parce que... Non mais attendez quand même, je veux dire, on est dans un monde, c'est Ubu, quoi, c'est Ubu. Je disais que c'était Ubu hôpital maintenant, mais maintenant je dis c'est Ubu santé globale, quoi, c'est Ubu. On est dans un monde complètement délirant, quoi, voilà, donc il faut qu'on en sorte. Moi, tout à l'heure, il y a des gens qui me disaient quel espoir. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Je dis oui, en Chine, ils sont en train de progresser. Ils travaillent bien sur la médecine. En Inde, je sais pas où. Oui, on est Rome sous la décadence. Soit on monte pas. Mais de toute façon, le progrès viendra d'ailleurs. Celui qui paye, c'est pas nous, c'est le petit enfant. Ah bah c'est nos gamins, oui, mais là c'est à nous tous de se remuer. Écoutez, j'espère vraiment que votre parole va être entendue. Merci d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup.